On a commencé en 2011 avec un objectif de 160, résultat 274 donneurs. Dès notre première année, vous le savez, on a commencé avec une collecte de 5 qui s'est démarquée et que ça n'a jamais cessé de grandir d'année en année. On pensait y voir le bout à un certain moment donné avec Emma Québec en se disant « c'est pas possible, on ne peut pas atteindre des résultats comme ça ». Mais vous avez fait preuve depuis tant d'années qu'on peut réussir à y arriver. Et si on regarde justement en 2018, notre objectif, 1000 donneurs l'an passé, on a eu un résultat de 1091 donneurs qui est exceptionnel. C'est vraiment un résultat qu'on ne pouvait même pas... en tout cas, je vous l'avais dit, pas à vous parce que vous n'étiez pas là à la première année, mais quand j'ai fait ma tournée des classes, j'avais toujours en tête un jour et le rêve, un élève, un donneur. Et on a atteint techniquement ce chiffre-là, mais on ne le dépasse pas parce que c'est un élève, un donneur, mais on n'a pas encore du 1 pour 1. On a des élèves qui recrutent en grande quantité. Notre plus grande recruteuse l'année passée, 32 donneurs se sont présentés en son nom à la collecte l'an dernier. C'est exceptionnel. Mais ce n'est pas tous les élèves qui recrutent. J'ai fait des statistiques et j'en fais depuis le début. On est à 43 43 des élèves recrutent et trouvent au moins un donneur. Il y en a qui en trouvent plus, mais de la marge de manœuvre, il y en a. Hein, Carole et Isabelle, tantôt, me disaient « François, comment vous allez faire pour avoir 1400? » Il n'y a pas de problème. Tout le monde recrute. Il n'y en a aucun problème. Et c'est ça, c'est de trouver un à la fois, un donneur à la fois qu'on peut y arriver. Et si chaque personne dans l'école, si chaque élève fait sa petite part d'en trouver une, on a nos 800 automatiques. Fait qu'on a cette marge de manœuvre-là. On est capable de la faire développer encore notre collecte de sang, de la rendre encore plus remarquable, même si elle l'est déjà exceptionnelle. Mais on est capable d'atteindre notre objectif de cette année et on va y arriver, vous allez voir. L'année passée, avec notre 1091, vous le savez, on présente officiellement. Alexandre, est-ce que tu voudrais me rallumer, s'il vous plaît, notre beau trophée? Il n'est pas gros, mais il y a toute une signification. Ce n'est pas la grosseur du trophée qui est important, mais c'est la valeur qu'il a. On a réussi de se démarquer dans les collectes de sang au congrès de l'ADRP l'année passée. Vous savez, à Dallas, on a réussi à avoir dans la catégorie High School, le titre de la plus grosse collecte de sang avec notre 1091. Et comme je parlais avec Nicolas d'Emma Québec, c'est pas tant le chiffre du 1091 qui fait la différence. Oui, elle est grosse, et il y en a des plus grosses qui existent ailleurs au monde, mais dans un high school, elle est exceptionnelle parce que vous n'avez pas l'âge pour donner du sang ici à l'école, mais ailleurs dans le monde, c'est 16 ans pour plusieurs endroits. Donc, la plupart, en tout cas, pourraient donner. Mais nous, c'est 18 ans ici au Québec. Donc, ce qui fait qu'elle est exceptionnelle, c'est cette façon-là. C'est que vous servez de lien avec les donneurs qu'on a. Plus de 21 000 vies sauvées jusqu'à maintenant. Ça aussi, c'est quelque chose parce que, comme vous le savez, à chaque fois qu'on donne un don de sang, c'est 4 vies qui sont sauvées. Plus de 21 000 vies sauvées depuis nos débuts. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, il y a beaucoup de gens qui vous en remercient, qu'on ne connaît peut-être pas personnellement, mais il y en a qu'on connaîtra et qu'on connaît et qu'on connaîtra aussi personnellement. Dont, justement, notre président d'honneur de cette année. À chaque année, on fait la conférence et dans la salle ici, on a les secondaires 1, les secondaires 3 et les secondaires 5. L'an passé, Serge André, qui était notre président d'honneur, n'a pas pu être avec nous ce matin, il y a eu un empêchement. Mais l'an passé, quand Serge André était avec nous ici sur la scène, c'est un ancien élève de l'école qui a eu besoin de transfusion. Et à lui seul, notre objectif l'année passée était de 1000 donneurs. Hein. À lui seul, l'an passé, Serge André a eu l'équivalent en besoin de 1000 dons de sang. Que pour lui. Fait que c'était notre lien du 1000 et c'est assez impressionnant. Et quand il a fait sa présentation ici l'an passé, que vous n'avez pas assisté, mais quand il a fait sa présentation, il n'aurait jamais pu imaginer l'an passé, Serge André, qu'en avant de lui se trouvait notre prochain président d'honneur. Parce qu'on pense, et on a toujours en tête, que quelqu'un qui a besoin du sang, on ne les connaît pas. Moi, j'en connais quelques personnes qui ont eu besoin de produits sanguins. J'en connais quelques-unes. Mais je suis certain que la majorité d'entre vous, vous n'en connaissez pas de personnes qui ont eu besoin de transfusion de produits sanguins. C'est ça. Puis là, on se dit, on n'en connaît pas.
Il n'y a pas de besoin. Fait qu'on n'est pas porté à aller donner du sang, vu qu'on ne connaît pas quelqu'un. On pense toujours que c'est ailleurs. C'est ailleurs dans le monde, c'est ailleurs dans notre ville, c'est ailleurs partout, mais non. Je ne veux pas de malheur à personne, mais regardez-vous tous un côté de l'autre. Mais l'année passée, il y avait des jeunes ici dans l'auditorium qui ne pensaient jamais qu'à côté, cette personne-là en aurait eu besoin. Et c'est justement notre président d'honneur. Et cette année, notre président d'honneur est encore parmi vous. Il est là. Et qui? C'est beau, hein? Mais ça pourrait être n'importe qui d'entre vous autres. Ça pourrait être n'importe qui. Mais on ne peut pas penser, on ne peut pas savoir, et notre président d'honneur l'année passée ne pensait pas et ne savait pas qu'il serait notre président d'honneur cette année. Mais il est là, et je vais aller le chercher. Médéric, bonjour. Viens avec moi, Médéric. Je vais te laisser le micro. Médéric, l'année passée, était assis ici, hein? Si tu veux venir avec moi au centre, était assis ici dans l'auditorium, en train de regarder la présentation de Serge André. Oui. Il était bon? Oui. Oui, il était très bon. Il était très bon, Serge André. Est-ce que tu croyais, en le regardant, que ça te concernait, les dons du sang? Non. Non, hein? C'était pas dans tes projets futurs de dire un jour, moi, en emmenez-en, là, j'en ai besoin. Pas du tout. Et quand tu as regardé sa présentation, je ne sais pas si l'an passé tu as recruté, je ne sais pas si tu avais trouvé des donneurs. C'est correct, on essaie de faire de notre possible, on essaie d'y aller, mais on ne se sentait pas nécessairement toujours concerné. Mais particulier pour toi? Oui. Oui, hein? Et particulier pour lui, mais ça ne date pas de 3-4 ans, hein? Ça date du début de l'année scolaire. Et veux-tu juste me dire quelle particularité, qu'est-ce qui t'était arrivé, là, le nom du syndrome qu'on t'a diagnostiqué du début de l'année? Ben, j'ai eu une maladie, c'était le Kawasaki, puis ça a touché les vaisseaux sanguins. Médéric a été touché et frappé de plein fouet, là, en début d'année scolaire cette année. A été atteint du syndrome de Kawasaki, qu'on aura la chance de se faire expliquer tantôt. Mais Médéric, et pour ses collègues de classe de secondaire 2, parce que cette année, on a la chance d'avoir des élèves de secondaire 2 dans la salle. Habituellement, c'est secondaire 1, 3 et 5. Mais Médéric, étant en secondaire 2, cette année, on a invité ces groupes aussi, qui ont vu Médéric partir pendant une période de temps au début de l'année scolaire, justement dû à son problème de santé, mais qui a réussi à être parmi nous aujourd'hui en pleine forme, parce que je pense que oui, hein, en pleine forme, puis en rémission aussi, et grâce aux produits sanguins, justement. Bien, Médéric, je sais que c'est peut-être pas ce que tu souhaites faire la présentation, et je sais qu'il y a quelqu'un qui va le faire à ta place et qui va prendre la relève, et j'inviterai en avant Mme Karine Meningam, qui est la mère de Médéric, et qui va venir présenter le syndrome et la particularité. Merci, Médéric. De rien. Très gentil. Merci, Karine. Je te laisse présenter si tu as besoin d'aide. Je ne suis pas loin. Bonjour tout le monde. J'ai jamais fait ça. Il y a full monde dans la salle. C'est bien impressionnant. Un peu nerveuse. Fait que j'espère que je ne ferai pas honte à mes enfants. Je pense que c'est déjà fait. Bien, c'est ça. Alors, je m'appelle Karine Manningham, puis je suis la mère de Médéric et de Viviane aussi, Moisin, que vous pouvez connaître, qui est en secondaire 5 ici. Comme Médéric, bien, l'année passée, quand j'ai fait mon don de sang, je ne m'attendais jamais à ce que mon geste ou vos gestes allaient sauver la vie de mon enfant cette année. Donc, je vais vous rencontrer l'histoire de Médéric. Et là, j'ai une manette, je capote. Oh mon Dieu, super. Donc, bien, ça, c'est Médéric à son entrée scolaire, la première journée. En fait, c'est 1 mois avant qu'il tombe malade. Médéric, vous l'avez vu, c'est un gars super chouette, c'est un grand cœur, un sportif. Il aime ça jouer au volleyball, gamer, voir des amis. C'est un ado bien normal, en santé, comme vous autres. En fait, ça aurait pu être n'importe qui de vous autres dans la salle. Il n'y a rien, en fait, qui nous laissait présager qu'un mois plus tard, bien, sa vie, elle serait en danger. Oh. Je vais y prendre goût.
Tout a commencé par un mal de ventre. Médéric s'est levé ce matin-là, puis il avait un mal de ventre bien ordinaire. Il faisait pas de fièvre, pas de vomissements, mais juste qu'il filait moyen. Moi, je lui ai dit, ben, tu vas aller à l'école parce que pour moi, les jeunes, c'est important à l'école. Fait que si tu fais pas de fièvre, si tu perds pas connaissance, si tu n'as pas une plaie ouverte qui saigne abondamment, tu vas à l'école. L'école, c'est important. Vous riez, là, mais c'est vrai chez nous. Fait que je suis une vraie mère sans cœur. J'ai dit, ah ouais, va à l'école. Fait que je me disais que Médéric, ben, il m'en passait une petite vie. Il n'y avait pas vraiment, dans ma tête, moi, il n'y avait pas vraiment envie d'aller à l'école ce jour-là. Mais dans l'après-midi, Médéric m'a appelé pour me dire qu'il ne se sentait pas vraiment bien. C'est là, à peu près, qu'il a commencé à faire de la fièvre. Fait que je l'ai gardé à la maison. 2 jours plus tard, Médéric faisait encore de la fièvre, mais il avait un petit mal de ventre. Il n'y avait pas nul mal nulle part, il filait moins bien, il ne mangeait pas beaucoup, puis il grouillait pas fort. Fait que là, j'ai dit, bon, en tant que bonne mère, ça serait bien le temps d'aller consulter. Fait qu'on est allé, on a réussi à avoir un rendez-vous le soir même. Super. On est allé consulter à 6 heures Dr Bédard à la clinique de Plessisville. Quand Dr Bédard l'a vu, il a trouvé qu'il avait l'air de quelqu'un qui faisait une appendicite. Fouillez-moi que ça a l'air de quelqu'un qui fait une appendicite, mais il avait l'air de ça. Fait que là, il nous a dit, bien là, vous allez le surveiller durant la nuit, puis il nous a tout organisé une batterie de tests pour le lendemain matin à l'hôpital. Fait que le lendemain matin, le 5 octobre, après une échographie, quelques prises de sang, il se faisait opérer en après-midi pour une appendicite à l'hôpital HDA. Mais Médéric n'avait même pas peur de se faire opérer. Ce qui venait le chercher le plus, c'est qu'il ne pourrait plus jouer au volley pendant 2 semaines. C'est d'ailleurs la seule question qu'il a demandé au chirurgien, c'est quand est-ce que je vais pouvoir rejouer au volleyball. Ça, c'est un vrai gars d'équipe. Puis on pourra pas dire qu'on n'a pas eu des soins de qualité. Après moins de 24 heures, tout était parfait, tout était fait, l'opération, tout le kit dans l'après-midi, terminé, yes sir. Fait que là, on couchait à l'hôpital. Le lendemain matin, bien, Médéric avait déjà son congé. Il était un petit peu poqué, là. Tu sais, comme quelqu'un qui vient de se faire enlever un bout de ventre, là. Mais il était quand même pas pire. Par contre, dans l'après-midi, bien, quand il est revenu chez nous, il a recommencé à faire de la grosse fièvre. Il n'arrivait pas à se réchauffer, il restait couché dans son lit, puis il avait vraiment pas l'air d'un gars qui va bien. Je tripais pas pantoute. Fait qu'après quelques téléphones, bien, Médéric entrait à nouveau à l'hôpital. Donc, ce soir-là, de nouveau, plein de prises de sang. Puis en plus, il n'était plus capable de le piquer, en tout cas pas capable de le piquer parce qu'il était vraiment fiévreux puis déshydraté. Mettons qu'il y a goûté. Je dirais qu'ils ont passé à peu près 1 heure à essayer de le piquer. Les infirmières, ils avaient vraiment chaud, là. Ils faisaient vraiment pitié, les madames. Puis pauvre Médéric. Parce que, pour votre information, comme la plupart des gens, Médéric, il ne trippe pas sur les prises de sang. Il y en a quelques-unes, par exemple. Le week-end, il est passé. C'était un long week-end, c'est le week-end de l'Action de grâce. Puis son état ne s'améliorait toujours pas. Habituellement, le lendemain d'une opération, les personnes opérées pour une appendicite sortent pour débuter leur convalescence. Mais la fièvre à Médéric, elle ne tombait pas, puis son état général, il ne s'améliorait pas. Médéric, il se levait pratiquement plus, puis il mangeait à peine. Fait que là, on a une photo de... En passant, c'est ça qu'il fait, c'est pas un finger, OK? C'est juste pour vous informer, là, juste pour clarifier, là. Je ne l'aurais pas laissé faire. Fait que là, vu qu'elle n'allait pas très bien, le chirurgien, le docteur Barry, soupçonnait peut-être un virus ou une infection, puis il le traitait en conséquence. Mais en fait, ce n'était pas une appendicite. Fait que le lundi soir de la fin de semaine de l'Action de grâce, j'étais vraiment rendue très inquiète. Je trouvais pas que son état s'améliorait. C'est comme s'il respirait vite, son pouls, là, on le voyait qu'il allait vite, puis je disais, oui, il va pas bien, là. Fait que je sortais à l'occasion pour aller un peu pleurer à l'extérieur parce que je capotais un peu. En passant, j'ai capoté un peu tout le temps. Fait que je vais le dire quelques fois. Quand tu vois ton enfant qui est vraiment pas bien, je vais vous dire, c'est pas mal dans le top 10 des affaires qui vont te chercher dans la vie. Fait que j'en ai parlé au médecin, puis qui m'a dit que je l'inquiétais. J'étais vraiment inquiète, effectivement. Fait qu'il s'est concerté avec le docteur Sonia Dessert, que peut-être déjà vous connaissez, puis qui est venu le voir le lendemain matin. Fait que ce matin-là, Médéric allait vraiment pas bien. Quand le docteur Dessert est arrivé,
Elle commençait à faire d'autres examens. Puis elle était de même, elle trouvait que ça allait pas bien. Elle était un peu paniquée. Fait qu'ils ont réalisé que le cœur de Médéric, bien, il contractait plus bien, qu'il était enflé, puis qu'il était rendu avec de l'eau sur le cœur. Son taux d'oxygène n'était pas bon, puis il devait y ajouter une aide respiratoire. Il respirait à peu près à 50 respirations minutes. Puis son cœur, il battait à toute allure à 150 pulsations minutes. Mettons que Médéric couché, là, il était couché, mais le body, il réagissait comme s'il faisait un jogging. À la fin de son hospitalisation, il y a un médecin qui m'a dit que c'était comme si Médéric avait couru un marathon pendant 24 heures sur 24 pendant un mois. Puis en plus, avec de la fièvre. De quoi être un peu fatigué. Ce matin-là, c'était mon chum qui était à l'hôpital parce que je devais travailler dans la vie. Puis quand mon chum m'a appelé, j'ai pensé que j'allais un peu virer folle. J'avais peur de ne pas arriver à temps pour le voir à l'hôpital. J'ai vraiment eu peur qu'on le perde. Je me suis dépêchée d'aller les rejoindre, puis parce que Médéric allait être transféré à l'hôpital de Sherbrooke aux soins intensifs pédiatriques parce que son état n'allait vraiment pas bien. Quand je suis arrivée dans la chambre, Médéric était couché dans une salle d'observation, dans une grande salle. Personne ne parlait, mais il y avait une méchante gang autour. Premièrement, il y avait le pédiatre puis l'infirmière de l'hôpital HDA. Mais il y avait aussi toute l'équipe des soins intensifs pédiatriques du CHU qui allait faire le transfert de Médéric dans l'ambulance. Il y avait un médecin intensiviste, une résidente en pédiatrie, une inhalothérapeute, puis une autre infirmière. En plus, il y avait 2 ambulanciers qui attendaient à la porte. Puis finalement, en arrière d'une vitre, il y avait tout un public qui checkait Médéric. C'était vraiment étrange. Quand je suis rentrée dans la chambre, c'était vraiment une ambiance bizarre. C'était comme dans un mauvais rêve. Moi, ça me faisait vraiment penser à E.T. E.T. l'extraterrestre, mais je ne sais pas si vous êtes assez vieux pour avoir vu ça. Excusez-moi, là. C'est ma référence. Je suis une vieille personne âgée. Bon, OK. Fait que c'est ça. Fait que à la fin du film d'E.T., ils sont comme dans une tente, E.T. puis Elliot, puis ils sont entourés de bonhommes en jaquette avec des masques dans une tente. Bien, ça me faisait penser à ça. Sauf que là, on n'était pas dans un film, là. On était dans la réalité, et c'était mon gars, et je capotais. Dans tout ça, Médéric restait très calme, puis il rassurait sa mère. Il me regardait pleurer, parce que je pleurais toutes les larmes de mon corps, en me tapotant la main. Puis en me disant que ça allait bien aller. Fait que je capotais encore plus parce que non seulement mon enfant, il était gravement malade, mais en plus, j'étais en train de le scraper en capotant devant lui. Fait que je n'étais pas très fière de ma performance. Finalement, bien, il est parti en ambulance. Vous savez, quand quelqu'un est transféré en ambulance, bien, habituellement, il est accompagné d'une infirmière. Fait que quand tout l'hôpital, au grand complet, vient chercher ton enfant, dans ma tête, ça va vraiment pas bien. J'ai su par la suite que c'était la 2e fois que toute l'équipe du CHU se déplaçait pour un jeune patient à HDA ici à l'hôpital. Je croyais que le cœur allait me fendre parce qu'on ne pouvait pas embarquer dans l'ambulance, parce qu'il n'y avait plus assez de place. Mais finalement, Médéric, il a été transféré aux soins intensifs avec succès, où il a été pris en charge par l'équipe des soins intensifs de Sherbrooke. Alors, on a ici une photo de Médéric à son arrivée. Fait que là, à ce moment-là, ils ont commencé à l'installer, mais là, on tombait dans les ligues majeures. Il était branché de partout. J'avais de la misère à y faire un câlin, parce que sinon, j'accrochais tout le temps une patente là, autour de lui. Il y avait entre autres, là, des cathéters un peu partout, là, dans les bras, un ou 2, là, des suces sur le chest. Puis là, ils ont installé aussi un tuyau dans la veine fémorale. Ça, c'est un peu dégueu. Dans le fond, il installe un petit tuyau dans l'artère, c'est dans l'artère de la jambe, là. Je ne sais plus laquelle d'ailleurs, puis pour prendre du sang ou envoyer des médicaments. Mais c'est long de même. C'était dégueulasse. Puis bien, on ne la voyait pas, une fois qu'elle était installée, on ne la voyait plus. Puis en plus, bien, là, il fallait qu'il installe une canule pour prendre sa pression parce qu'il fallait prendre des pressions régulièrement. Puis ça n'avait pas de l'air très le fun parce que c'est comme une prise de sang qui joue un peu dans ton bras. D'après moi, ça a pris une bonne demi-heure à y installer. Il ne tripait pas pantoute. Puis le pire, c'est que le lendemain, il a fallu qu'il recommence parce qu'elle avait popé.
Fait que dès que Médéric est arrivé, ils ont recommencé à lui faire des tonnes de tests, des échographies, radiographies, électrocardiogrammes et j'en passe. Ils ont commencé aussi à lui donner une tonne de médicaments pour aider son cœur et couvrir toutes les hypothèses de problèmes de santé qu'il pouvait penser. Médéric, c'était vraiment le bizarre de l'unité. L'équipe travaillait tous les jours à tenter d'établir un diagnostic. On participait aux rencontres d'équipe qui avaient lieu plusieurs fois par jour autour du lit de Médéric. Fait qu'il était couché puis il voyait le monde. Oups, mon Dieu, je vais tomber. Hey, ça serait un bon show. Fait que c'est ça. Fait qu'il y avait du monde autour de lui puis autour de son lit puis qui tentait de trouver ce qu'il y avait. Intensiviste, pédiatre, gastro-entérologue, cardiopédiatre, rhumatologue, chirurgien, immunologue, résidents de toutes les spécialités se sont relayés autour de lui tout au long de son séjour pour tenter de trouver ce qu'il y avait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était comme un peu un caucus de football qu'il faisait, mais d'un autre pays, parce qu'on ne comprenait pas la moitié de ce qu'il disait. Mais je peux vous dire qu'il travaillait fort, puis il voulait gagner. Tout le monde qui était là, le personnel qui était présent, il était présent pour répondre à nos questions. Je peux vous dire là, sincèrement qu'on a eu un service en or. Mais Médéric avait toujours une forte fièvre. Il ne mangeait plus. Il n'était plus capable de se lever, puis il ne pouvait plus respirer sans aide respiratoire. Puis, il ne pouvait pas boire non plus parce que c'était trop dangereux qu'il vomisse dans son masque, parce que le masque, il push de l'air dans ses poumons. Fait que, on se garde une petite gêne, hein, parce qu'il pourrait vomir dans ses poumons. Fait que, mais tu sais, quand tu as vraiment soif, là, que tu as les lèvres craquées, puis que vous ne pouvez pas boire, c'est vraiment long. Bien, imaginez des jours entiers sans boire. Médéric avait à l'occasion une petite gorgée d'eau pour s'humidifier la bouche, une petite mousse remplie d'eau. Ça, c'était du gros luxe. Mais c'était vraiment triste. Fait que là, on va voir ce qu'il y avait de l'air. Fait que ça, c'est Médéric dans la chambre d'hôpital avec tous ses médicaments, avec son arbre de Noël. Puis la maudite fièvre qui ne lâchait pas. Imaginez-vous quand vous gelez, puis que vous n'êtes pas capable de vous réchauffer. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Hein? Bien, imaginez maintenant qu'on vous donne un petit drap pour vous réchauffer. Sérieux, ça me brisait vraiment le cœur de le voir souffrir comme ça. Le jeudi 11 octobre, les médecins en sont venus à la conclusion que les médicaments ne fonctionnaient pas. Il y avait eu tous les résultats de tests qui étaient sortis, puis il n'y avait rien qui sortait. Il n'y avait pas de résultats qui indiquaient qu'il y avait un problème de santé. Fait que le problème ne venait pas des hypothèses les plus probables, comme une infection ou un virus. Médéric, bien, c'était une énigme. Fait qu'on devait changer de traitement. Fait que l'immunologue est venu nous voir, est venu nous rencontrer pour nous présenter le traitement qu'elle souhaitait essayer auprès de Médéric. Il voulait tenter les immunoglobulines parce que Médéric présentait certains symptômes d'une maladie rare, le Kawasaki. Effectivement, le Kawasaki, ce n'est pas juste une moto, c'est aussi une inflammation des vaisseaux sanguins qui touche principalement le cœur. C'était quand même inquiétant parce que le médecin nous a dit qu'au début de sa pratique, bien, les Kawasaki, ils mouraient. Je ne trouvais ça guère rassurant. Donc, on devait, en plus, il fallait signer un consentement pour recevoir les immunoglobulines parce que le traitement, il pouvait aussi amener des complications. Fait que on allait dans l'incertitude, là. Fait qu'après une discussion avec les médecins, on a décidé de donner le traitement. 24 heures après le traitement, l'intensiviste nous annonçait que Médéric avait tourné le coin. Je me souviendrai toujours de ces paroles qui sonnaient vraiment comme de la musique dans mes oreilles. À partir de ce moment-là, comme par miracle, Médéric a recommencé à reprendre des forces au cours des jours suivants. Il a d'abord été tranquillement sevré de l'assistance respiratoire. Ça, c'était sa première pause longue sans masque. Il y avait une guédille sur le nez, c'était pour éviter les plaies, là. C'est pas une crotte de nez. Fait que là, je pense que je lui aurais fait tendre pour ouvrir, là. Excusez. Fait que c'est ça. Fait que là, je me suis perdue dans mon texte en plus. Sapristi, je fais des bonnes blagues, puis là, je me perds. Bon. Fait que c'est ça. Fait que d'abord, était l'assistance respiratoire. Non, mais
je vous amène son masque. Imaginez-vous porter un masque d'Halloween pendant quelques jours. C'est une délivrance de l'enlever parce que c'est ça qu'il portait, lui, 24 heures sur 24. Là. Puis, c'est pas super le fun. Fait que, il devait être un peu soulagé de l'enlever. Il a recommencé à manger aussi une semaine plus tard, dans les jours qui ont suivi. Fait que ça, c'était la première fois qu'il mangeait du solide. Il a recommencé aussi dans les jours qui ont suivi à faire quelques pas. Ça, c'est Médéric avec le ballon de son équipe qu'ils ont envoyé. Ça l'aide au moral en Moses. Parce que durant cette période-là, je l'ai amené. Mais quand tu es tout seul dans ta chambre, dans le fond d'une chambre d'hôpital, que tu n'as pas vu personne, quand tu reçois des affaires de même, là, ça fait une différence. Parce que durant toute cette période difficile-là, il y a des gens qui ont été présents autour de nous, puis ça nous a vraiment aidés, puis ça a fait une différence dans cette expérience-là difficile. Les amis, collègues, professeurs, familles, voisins, équipe de volley, coach de volley, ça a fait une différence pour travailler, pour passer à travers de cette expérience difficile. Il y en a sûrement qui vont reconnaître ça, mais on l'a gardé précieusement parce qu'il était affiché dans sa chambre tout le long pour qu'il la voie, parce que des fois, l'espoir, il n'était pas très, très au rendez-vous. Ouais, je vais essayer de ne pas faire tomber mes guédis. Médéric est sorti de l'hôpital. Je vais vous montrer. Médéric est sorti de l'hôpital le 20 octobre. Il a pris une médication durant 1 mois pour son cœur. Il a refait des examens pour son cœur. Puis le médecin a arrêté tous les médicaments parce que les tests démontraient que son cœur était devenu normal. Il va continuer à avoir un suivi avec le cardiopédiatre, l'immunologue et le pédiatre durant quelques temps. Toutefois, il n'y a plus aucune restriction dans ses activités, puis il peut revenir à une vie normale. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers la vie. Ça, c'est une vie normale pour moi, là. Il peut recommencer à faire du sport et performer. On est vraiment incroyablement reconnaissants envers la vie que Médéric soit sorti de l'hôpital, qu'il soit guéri, puis qu'il n'ait aucune séquelle, qu'il soit redevenu un ado normal comme vous autres. La collecte de sang, c'est un peu notre façon de remercier la vie puis de donner au suivant. Vous savez, le slogan, là, « Donner du sang, donner la vie », ça a été vraiment notre histoire. C'est pas juste un slogan pour nous, ça a été vraiment notre réalité. Fait que continuez à recruter parce que c'est vraiment important, parce que ça peut changer une vie, mais ça peut la changer une vie autour de vous, de quelqu'un d'à côté de vous. Merci, Karine. C'est très gentil. Comme je vous disais tantôt, ça touche plus près qu'on pense et Karine en a été malheureusement témoin de cette proximité-là, mais la collecte de sang fait la différence et les besoins en produits sanguins sont immenses. Comment Médéric a réussi à s'en sortir? C'est justement par un dérivé des produits sanguins. Et qui de mieux pour nous expliquer ces besoins-là? On a la chance ce matin d'avoir avec nous Monsieur, j'aime bien dire docteur, Jean-Sébastien Tremblay-Roy, qui est le pédiatre intensiviste du CHU à Sherbrooke, qui s'est déplacé ce matin pour nous. Jean-Sébastien, merci. Et Jean-Sébastien a travaillé... Le micro, cherche, hein? Tu veux-tu être ici? Okay. Jean-Sébastien, au CHU à Sherbrooke, a été, je pense, d'une importance capitale dans la vie de Médéric. Et il va venir vous expliquer justement en quoi les dons de sang font la différence dans la vie de quelqu'un. On a la chance ce matin d'avoir des explications et on ne comprendra peut-être pas tout ce qui est écrit, là, parce que c'est assez intense, mais Jean-Sébastien s'implique beaucoup, même dans la recherche pour mère-enfant. Il a eu le plaisir ce matin de venir nous présenter le cas de Médéric. Merci, je te laisse la parole, Merci, Jean-Sébastien. François.
Merci de m'accueillir dans votre école. Merci Karine, merci François, merci Médéric d'accepter que je parle de toi et de tous les petits détails. Non, c'est pas vrai. Mais donc, c'est Karine qui m'a appelé, qui m'a demandé de venir vous présenter un peu sur la maladie de Kawasaki puis les transfusions d'immunoglobulines que Médéric a reçues. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Je pense que j'ai appelé François aussi qui m'a expliqué un peu le projet de transfusion sanguine depuis 9 ans, de collecte de sang qu'il organisait depuis 9 ans. Puis je pense que vous avez un excellent modèle en lui. Je pense que au-delà de la cause qu'il a choisie, qui est une cause qui me tient à cœur, évidemment, parce que je travaille régulièrement avec ce que vous faites, donc le don de sang, ou ce que vous allez demander à votre famille, vos amis, votre cousin, votre tante, d'aller faire le 29 avril prochain. Mais au-delà de la cause du don de sang, je pense que ce qui vous est en train de vous enseigner, c'est de choisir une cause dans votre vie. Peu importe ce que vous allez faire dans le futur, que ce soit médecin, que ce soit architecte, que ce soit éboueur, que ce soit agriculteur, que ce soit électricien, peu importe ce qu'on fait, je pense qu'on peut s'engager dans notre communauté. Puis c'est ce qui est en train de vous montrer que lui, il a choisi cette cause-là parce que c'était une cause qui lui tenait à cœur, puis il vous transmet cette passion-là qui était importante pour lui. Mais vous allez avoir des passions puis des causes qui vont vous tenir à cœur. Puis si individuellement, les 800 élèves que vous êtes dans cette école-là, vous choisissez une cause, puis vous faites un petit pas, un petit bout de chemin pour la cause qui vous tient à cœur, pour encourager votre communauté à avancer, bien, je pense qu'on va faire un monde meilleur de façon générale. Alors, au-delà de la cause, puis au-delà du choix, qui est une excellente cause, encore une fois, je me répète, mais choisissez 101 dans le futur. Prenez l'exemple de ce qui vous montre, puis essayez de la bâtir, puis peut-être pas de faire 9 collectes, puis de battre des records, puis de gagner des trophées aux États-Unis, mais faites-en une. Ce n'est pas nécessairement obligé d'être quelque chose d'incroyable, mais impliquez-vous dans votre communauté, puis je pense que ça, c'est un très, très beau modèle que vous avez. Donc, je vous parle un peu de la maladie de Kawasaki, transfusion d'immunoglobulines. Qu'est-ce que la maladie de Kawasaki? Bien, tu sais, on est dans une école, donc on va commencer par un quiz de base, un examen. Je suis désolé, j'ai été longtemps à l'école, alors j'ai été habitué quand même de faire pas mal d'examens. Mais vous devriez avoir quand même une couple de réponses parce que mes prédécesseurs vous ont donné quand même quelques réponses. Donc, la maladie de Kawasaki, est-ce que c'est A, un accident causé par une moto de marque Kawasaki? À main levée, est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est ça? Personne. Moi, j'ai choisi un racer au lieu d'une motocross, mais on ne s'était pas parlé entre nous à ce moment. Donc, c'est pas ça. Effectivement. B, est-ce que c'est une malformation du foie qui cause une jaunisse, vous pensez? Non. Donc, vous voyez la main un peu plus jaune. Juste par information, la jaunisse, c'est un peu lié avec pas la transfusion, mais c'est un pigment qu'on appelle la bilirubine, puis qui est une dégradation des globules rouges. Quand les globules rouges meurent dans notre corps, le corps le recycle en bilirubine. Puis si notre foie ne marche pas, bien, la bilirubine s'accumule dans notre corps, puis c'est ça qui fait la couleur jaune. Donc, les maladies de foie ou les maladies de sang peuvent causer de la jaunisse. Est-ce que c'est une maladie qui touche la glande de Kawasaki située dans les intestins, vous pensez? Ouais, non, peut-être. Bon, on se rapproche, hein? Il y avait des symptômes qui disaient qu'il y avait mal au ventre, peut-être un peu. La glande de Kawasaki, ça serait peut-être elle, là, juste ici. Vous voyez, ça, c'est un intestin. C'est votre petit intestin. Vous voyez tous les replis de l'intestin comme ça? C'est fait pour que quand on digère, quand on avale de la nourriture, bien, que la nourriture soit plus en contact le plus possible avec notre intestin pour pouvoir mieux absorber tous les nutriments qui sont nécessaires. Mais il n'y a pas de glande de Kawasaki dans l'intestin, alors c'était pas ça. Donc, est-ce que c'est une vasculite attaquant généralement les vaisseaux sanguins nourrissant le cœur, donc les coronaires? Oui, c'est bon, excellent. Donc, je vous présente Dr Kawasaki, qui est un docteur au Japon, qui a inventé ou plus découvert la maladie de Kawasaki dans les années 60. Donc, ça fait quand même quelques années. Il avait remarqué que certains enfants se présentaient particulièrement avec de la fièvre prolongée, de la fièvre qui durait 5, 6, 10, 15 jours, puis peu importe ce qu'on donnait comme traitement, en général, comme Karine disait, c'est des infections, soit un virus, soit une bactérie, la fièvre ne répondait pas beaucoup. Puis, ces enfants-là avaient des petites particularités là, au niveau de leur examen physique. Là. Il y avait des trouvailles, des symptômes qui étaient assez particuliers. Puis, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y en avait 1, puis 2, puis 5, puis 10, puis 20. Puis quand il envoyait il a fait de la recherche là-dessus, puis il a questionné des collègues à travers le monde, en Europe, en Amérique, puis on s'est rendu compte qu'il y avait probablement un certain type de maladie qui existait, puis qu'on était capable de tout mettre ces cas-là ensemble,
puis d'essayer un traitement. Donc, Dr Kawasaki est encore vivant en 2017. J'ai trouvé un article de lui dans un journal de Tokyo qui présentait Dr Kawasaki. Ça a été ma référence pour vous montrer, mais il avait trouvé un nom beaucoup plus long, honnêtement, que je me rappelle même pas pour inventer sa maladie, puis tout le monde a décidé de simplifier ça en appelant ça la maladie de Kawasaki parce que ça sortait un peu plus facilement. Donc, c'est quoi la maladie de Kawasaki? Bien, c'est une vasculite. C'est quoi une vasculite? Bien, vous avez peut-être déjà eu des otites dans votre vie, vous avez peut-être déjà eu une sinusite. Tout ce qui finit en « it » en médecine, ça veut dire une inflammation de la partie du corps. Donc, quand on dit une otite, ça veut dire qu'on a une inflammation de l'oreille, qu'on a une sinusite, c'est une inflammation du sinus. C'est quoi de l'inflammation? Bien, c'est une réaction du corps, en général, à une infection. La vaste majorité du temps, c'est quand on a une infection, bien, le corps, le système immunitaire va vouloir s'attaquer à l'infection, puis il va envoyer des messagers, des globules blancs, des cytokines. Les cytokines, c'est comme des petits messagers que les globules blancs sont capables de se parler au corps puis de dire au corps « Ah, mon corps est en danger, il faut que je fasse de la fièvre, il faut que j'accélère mon cœur, il faut que je réussisse à envoyer plus de sang à la partie du corps qui va être en danger, qui va être infectée. » C'est pour ça que les parties du corps, quand on a une otite ou une cellulite, une infection de la peau, elle devient rouge aussi. Mais là, une vasculite, c'est une inflammation des vaisseaux sanguins. Donc, vous voyez un vaisseau sanguin qui est bien ouvert, que le sang passe. Puis là, pour x, y, z raison, la majorité du temps des vasculites, ça va être le système immunitaire qui va se rebeller. Il devient un peu fou, puis il pense que le vaisseau sanguin, c'est un ennemi juré puis qu'il faut l'attaquer. Donc, normalement, notre système immunitaire, il sert à défendre contre les infections qui arrivent de l'extérieur ou contre, si on a un trauma ou on s'est cassé la jambe, bien, il va aider à aller réparer la jambe dans un certain sens. Mais pour différentes raisons. Des fois, on a attrapé un virus qui a changé un petit peu notre ADN dans nos cellules, ou des fois, c'est une mutation génétique, puis des fois, honnêtement, on ne le sait pas. Puis pour la maladie de Kawasaki, on ne le sait pas pourquoi ça fait ça, une inflammation des vaisseaux sanguins. Mais le corps humain va finir par s'attaquer à ses propres vaisseaux sanguins. Donc, ce n'est pas très, très logique, ce n'est pas très, très efficace, puis c'est vraiment pas une bonne chose, mais c'est ça qui arrive dans la maladie de Kawasaki puis dans d'autres types de vasculites. Puis là, le système immunitaire, en s'attaquant, il crée de l'inflammation. Qui dit inflammation? Si vous avez eu une otite, en général, ça vous fait mal. L'oreille, elle va enfler. Si vous avez une cellulite, souvent, vous avez de l'enflure. Ça fait enfler le vaisseau sanguin. Mais là, le sang, quand le vaisseau sanguin, il enfle, il commence à moins passer. Puis pas de sang qui passe, c'est pas très, très bon non plus pour aller nourrir tout l'organe qui est en problématique. Puis quand elle va guérir, ce vaisseau-là, des fois, ça peut faire, on dit, des anévrismes. Ça va faire comme des poches parce que la reconstruction, des fois, du vaisseau sanguin va être moins efficace que si ce serait reconstruit naturellement. Donc, c'est quoi les symptômes de la maladie de Kawasaki? Donc, je vous montre un tableau, une image un peu des symptômes classiques de la maladie de Kawasaki. Vous voyez, c'est un patient, un enfant qui est d'origine plus asiatique. La prévalence de la maladie de Kawasaki, de façon générale, est beaucoup plus grande au Japon. C'est un des endroits au monde où on voit le plus de maladies de Kawasaki. On ne sait pas exactement pourquoi. Il y en a partout à travers le monde, mais c'est plus prévalent, donc il y en a plus au Japon. Donc, une des premières trouvailles qu'on va avoir, quand est-ce comme pédiatre, je suspecte une maladie de Kawasaki, c'est quand la fièvre va être longue. Quand on a une fièvre de plus de 5 jours, il faut que ça allume une cloche comme médecin. Ah, ça pourrait peut-être être ça, la maladie de Kawasaki, surtout quand on ne trouve pas grand-chose d'infectieux ou pas quelque chose qui peut expliquer la fièvre. Mais tu sais, c'est rare, la maladie de Kawasaki. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit à tous les jours. Tu sais, par année, au CHU, probablement qu'on en voit 4, 5, 6 dans ces eaux-là comme prévalence. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas régulièrement. Je vois pas mal plus d'otites. Des otites, je peux en voir à tous les jours, honnêtement. Alors, tu sais, ce n'est pas la même prévalence non plus. Donc, quand il y a trop de fièvre, là, il faut que ça nous allume une cloche. Puis, les autres symptômes, ce n'est pas des symptômes qu'on dit spécifiques. Les symptômes spécifiques, c'est quoi? Ça ressemble à quoi un patient qui a une appendicite, pour vous donner une idée? Bien, ça a toujours mal en bas à droite, en général. Mal au ventre, en bas à droite. Ça, c'est assez spécifique. Il n'y a pas 8 millions de diagnostics qui nous disent quand j'ai mal en bas à droite puis que je n'ai pas d'autres problèmes de santé, en général, c'est une appendicite. Ça, c'est assez classique. Mais des yeux rouges, bien, on peut avoir une conjonctivite, puis ce n'est pas un Kawasaki. Un rash, c'est comme des boutons qui nous apparaissent sur la peau. Vous avez probablement tous eu des boutons qui apparaissent sur la peau, puis vous n'avez pas une maladie de Kawasaki. Des ganglions dans le cou, des petites bosses qui arrivent. Quand on a un rhume, on a ça, des bosses dans le cou, puis c'est pas la maladie de Kawasaki. Ce qui est un petit peu plus atypique, c'est que
mais le problème, c'est que la peau va venir comme une peau de serpent, elle va desquamer, la couche superficielle de la peau va desquamer, mais ça arrive après 2 semaines. Donc, on n'est pas capable de le diagnostiquer avant que ça desquame, bien, ça devient un petit peu plus difficile. L'autre chose, la langue va devenir comme framboisée, la langue très, très rouge. Les lèvres vont devenir aussi un peu plus sèches, un peu plus fissurées. Donc, c'est tous des symptômes qui ne sont pas très spécifiques. Tu sais, c'est pas « Ah, je vois le patient, c'est évident que c'est ça ». Alors, c'est l'ensemble de tous ces symptômes-là qui vont nous permettre de faire le diagnostic de Kawasaki. Normalement, pour faire le diagnostic, il faut avoir 5 jours de fièvre plus 4 des 5 autres symptômes que vous voyez là pour faire le diagnostic. Donc, je vous ai remis d'autres photos de vrais patients qui ont été publiées dans une revue scientifique. Donc, vous voyez un peu la lèvre rouge, un peu fissurée aussi. Les yeux rouges, c'est un petit peu moins évident, là, probablement. Les mains qui enflent, c'est un autre des symptômes qui peuvent devenir rouges et qui vont desquamer. Les boutons qui apparaissent sur la peau. La langue qu'on dit framboisée ou comme un peu une fraise. Puis les extrémités aussi à ce niveau-là. C'est quoi la principale complication de cette maladie-là? Bien, ça joue sur le cœur. C'est ça qu'on disait dans la définition. Donc, je vous présente votre cœur. Vous avez tout ça dans la poitrine qui bat présentement, puis vous n'y pensez pas à tous les jours, ce qui est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il fait bien son travail. Mais c'est ça le cœur. Donc, le sang arrive de votre tête puis de vos jambes par ici, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure, rentre dans une oreillette qui a 4 chambres dans le cœur. Puis après ça, va s'en aller dans le ventricule droit, va passer dans l'artère pulmonaire. Là, le sang sort pour aller vers le poumon, revient dans le cœur rempli d'oxygène, repart, puis va sortir dans la horte remplie d'oxygène, puis c'est là qu'il va aller perfuser, donc envoyer le sang dans tous vos organes du corps. Donc, c'est pour ça que le bleu, c'est du sang qui n'a pas d'oxygène, le rouge, c'est du sang qui a de l'oxygène. Pour ça, bien, le cœur, il a besoin d'être nourri. Lui aussi, il a besoin d'oxygène, donc il a besoin d'artères, il a besoin de vaisseaux sanguins qui vont aller le perfuser. Vous voyez ici les artères. Il y a 2 grandes artères principales dans le cœur, l'artère droite, l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche. En général, il n'y a pas ces petits sacs-là que vous voyez, qui étaient les anévrismes que je vous parlais, qui peuvent être des complications des vasculites aussi. Donc, quand on a une maladie de Kawasaki, une des choses qu'on a peur, parce que de façon générale, tous les symptômes que je vous ai montrés avant, là, les yeux rouges, la peau, tout ça, ça finit par disparaître. Puis si c'était juste ça, la maladie, au final, bien, on dirait bien, ça passe, ça dure un certain temps, puis c'est pas pire que ça. Ça ne serait pas la chose la plus fun pendant la semaine ou 2 que ça durerait, mais ça ne serait pas pire qu'avoir un rhume ou avoir une grosse grippe, puis ça finirait par rentrer dans l'ordre tout seul. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait ça, des anévrismes au niveau du cœur, parce que ça devient dangereux de faire une crise de cœur à l'âge de 20 ans ou à l'âge de 15 ans au lieu de la faire à 65, 70, 75. Donc, ça augmente le risque de faire une crise de cœur. Donc, ce qu'on voulait quand on a découvert la maladie de Kawasaki, c'est qu'on voulait prévenir cette complication-là qui n'arrive pas chez tous les patients, mais qui arrive chez un certain nombre de patients. Donc, il fallait trouver un traitement. Il fallait se trouver une façon de faire pour empêcher que ça arrive. C'est vraiment ça que l'objectif qu'on a découvert. Bon, Médéric, vous avez entendu son histoire racontée par Karine, tout ça. Vous n'avez pas vu beaucoup de yeux rouges, de gros coups, de raches nécessairement. Donc, lui, la maladie de Médéric ou le Kawasaki de Médéric, il n'a pas lu le livre de médecine que j'ai lu pendant une couple d'années. Il a décidé de s'inventer une nouvelle trouvaille parce qu'il a trouvé une façon de faire pour faire une maladie de Kawasaki qui n'était pas typique. On appelle ça un Kawasaki atypique. Donc, c'est quoi qui était atypique dans son cas? Bien, c'était son cœur qui a été atteint. Son cœur, il était vraiment très, très malade. Pas tant les coronaires, donc le vaisseau sanguin qui nourrit le cœur, mais le cœur en soi, le muscle cardiaque, la pompe, elle a été atteinte. Elle a été atteinte par l'inflammation aussi. Un peu ce que je vous disais, le système immunitaire de Médéric, pour X, Y, Z raison, a décidé de s'attaquer aux muscles du cœur. Donc, c'est un cœur qui est normal, bien là, ça devient inflammé. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait grossir le cœur. Parce que le cœur, il devient une grosse patate, puis il n'est pas capable de pousser le sang dans les organes. Puis c'est ça qui va faire baisser la pression. Donc, la pression artérielle, peut-être vous avez déjà vu votre grand-mère ou vos parents prendre leur pression, mais la pression de Médéric était très basse. Donc, c'est ça les médicaments qu'on lui a donnés pour réussir à faire monter sa pression. Parce que si on a une pression basse, ça veut dire que le sang ne se rend pas nécessairement à notre organe. Puis, lui, pourquoi il avait mal au ventre? Bien, probablement que ce qui est arrivé, puis ce qui nous a été confirmé quand ils ont enlevé son appendice, qui est le petit bout d'intestin ici, qu'on ne sait pas trop pourquoi on a encore, qui est probablement un vestige embryonnaire ou un vestige de l'évolution, qui nous cause plus de problèmes qu'il nous donne de solutions, je vous dirais. Mais quand ils ont envoyé analyser cette petite bout-là d'intestin au pathologiste, qui est comme le médecin qui regarde pour être sûr que
on a le bon diagnostic quand on enlève des petits bouts dans le corps de quelqu'un, mais il s'est rendu compte qu'il y avait une vasculite, donc il y avait une inflammation des vaisseaux de l'appendice, puis ça pouvait faire penser potentiellement à un Kawasaki aussi. Alors, c'est décrit, ce n'est pas le seul au monde à avoir fait ça, mais c'est relativement exceptionnel. Ils ne sont pas des milliers à avoir fait un type d'atteinte des vaisseaux sanguins au niveau des intestins. Alors, c'était ça qui était atypique, parce qu'en général, s'il aurait fait autant de jours de fièvre, puis on n'aurait pas parti vers un diagnostic, bien, ça aurait été quelque chose qu'on aurait été capable de trouver un petit peu plus vite. Comment le don de sang a participé à la guérison de Médéric? Donc, comment vous, votre gang, qui est incroyable de réussir à aller chercher autant de donneurs, vous avez été capable de transformer Médéric à retourner à gagner le championnat régional, puis on va lui souhaiter de gagner le championnat provincial en fin de semaine également. Je vous explique un petit peu le don de sang en simplifié, OK? Donc, quand vos parents, votre famille va donner du sang, il y a une grosse poche de sang qui va être rouge plus que jaune, rouge, blanc, qui va sortir de leur veine. Puis cette poche-là, le sang, on s'en sert pour plusieurs choses, mais on va s'en servir, on va la séparer en 3. Comment on sépare ça en 3? Bien, on centrifuge. Donc, on met la poche de sang dans une machine qui tourne vite, puis ça va séparer les constituants du sang. Donc, ça va la séparer, en plasma. Donc, ça va être ça qu'on va avoir utilisé un peu pour Médéric. On va en parler un peu plus en détail après. Ça, c'est la partie du haut, parce que c'est moins pesant. Moins pesant, c'est moins lourd. Après ça, il y a la partie du milieu qui va être les plaquettes, puis il y a la partie du bas qui est les globules rouges. En général, quand on parle de transfusion sanguine, ce qu'on comprend le plus, c'est que ça donne des globules rouges. Quand on manque de globules rouges dans le sang, ça va nous permettre de donner des globules rouges à un patient. Mais le don de sang, c'est pas juste donner des globules rouges, c'est aussi les constituants du plasma, puis les plaquettes qui servent à la coagulation du sang. Quand vous vous coupez, c'est à cause, entre autres, des plaquettes que vous vous exsanguinez pas, que pas tout le sang va sortir à ce niveau-là. Donc, ça, c'est tous les constituants du sang. Les plaquettes, comment on va les refaire? Bien, comme on va prendre plusieurs donneurs de plaquettes. Donc, quand on reçoit des plaquettes, quand un patient reçoit des plaquettes à l'hôpital, ce n'est pas un seul donneur qui a donné des plaquettes. En général, ça dépend, ça va être 3, 4, 5 donneurs qu'on va avoir pris leurs plaquettes, parce que vous avez vu, il n'y a pas une énorme quantité de plaquettes, c'est juste le milieu, qu'on va mettre ensemble, puis qu'on va rajouter du plasma dedans, puis qu'on va aller redonner des plaquettes aux patients. Donc, c'est un ensemble de plusieurs donneurs qui va permettre de donner une transfusion de plaquettes par rapport à quand on donne un culot globulaire, donc une quantité de globules rouges, du sang rouge, des globules rouges. Là, on donne seulement un donneur. C'est la particularité. Sinon, pour revenir un petit peu plus en détail au plasma, le plasma, c'est constitué, c'est du liquide. C'est de l'eau, grosso modo, avec un paquet de protéines. Oui. Avec un paquet de protéines qui servent à aider le corps de différentes façons. L'albumine, on peut s'en servir aux soins intensifs pour se permettre de remplacer du liquide. Les immunoglobulines, qui sont des anticorps. Quand on dit immunoglobulines, c'est les anticorps du corps qui permettent de combattre les infections, etc. Puis, il y a d'autres constituants, entre autres les facteurs de coagulation pour favoriser encore là, quand on se coupe, pour aider ça. Donc, ce qu'on a donné à Médéric, c'est des immunoglobulines. Ça se trouve dans une fiole. C'est un liquide transparent rempli d'anticorps de plusieurs centaines de donneurs. Donc, on prend plein de plasma de plein de donneurs différents. On fait un procédé chimique. On travaille ça pour sortir juste les anticorps. C'est des anticorps que vous avez développés à cause de vos vaccins, à cause de l'infection que vous avez eue, à cause que vous avez été en contact avec un paquet de choses dans le corps. Quand on va donner ça, bien, on prend plein de ça, plein de ces anticorps-là d'un paquet de monde, puis ça va permettre de guérir la maladie de Médéric. Puis comment ça l'a permis de guérir la maladie de Médéric? Honnêtement, on n'est pas sûr à 100 du fonctionnement des immunoglobulines. Il y a beaucoup d'études, vous avez vu, depuis les années 60 qui ont été créées, qui ont été faites là-dessus. Mais exactement comment ça fonctionne pour aider les maladies qu'on dit auto-immunes ou que le corps s'est attaqué à lui-même, c'est pas clair. Mais une des hypothèses qui est peut-être la plus simple à comprendre, c'est que vous voyez les IVIG, c'est des petits Y jaunes qui sont des anticorps qui vont aller attaquer les anticorps qui n'étaient pas des bons anticorps. Les anticorps qui s'attaquaient contre les vaisseaux sanguins, c'est des anticorps bleus. Donc, c'est comme si dans le pool ensemble qu'on donnait des anticorps, bien, on avait des anticorps anti-anticorps à vaisseaux sanguins dans notre corps qui permettaient de défendre les vaisseaux sanguins à Médéric. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça a fonctionné pour le traitement d'immunoglobulines. Donc, pour finir, je voulais vous dire encore une fois une énorme félicitation pour votre dévouement pour cette cause qui sauve réellement des vies.
allez chercher vos donneurs, allez recruter. Je pense que c'est un super beau message à faire. Puis, félicitations encore. Merci, Jean-Sébastien. Très gentil. Et Jean-Sébastien côtoie des journées longues des gens qui ont eu besoin en pédiatrie. En plus, c'est des jeunes. Fait qu'il côtoie la journée longue des jeunes qui ont eu besoin de produits sanguins et ça sauve des vies. Comment on n'est pas toujours conscient de tout ce que ça fait dans le corps, mais c'est là et c'est très, très, très important. Ça l'a sauvé Médéric. Et il y en a qui, des immunoglobulines, vont en prendre le restant de leur jour. Fait que c'est des produits qui sont extrêmement complexes à les retirer et ça demande plusieurs, comme on disait, dons de sang pour être capable de réussir à faire une simple petite bouteille et c'est quelque chose d'extrêmement important. Tantôt, Karine parlait que avoir une maladie d'un enfant, ça change une vie, ça change le quotidien, ça devient difficile, manquer du travail, ça devient difficile aussi, le support psychologique, peu importe, et ça affecte toute la famille autour. Et des fois, c'est des besoins qui sont même financiers aussi. Et elle me disait que dans leur famille, c'était difficile, même si on a des bons emplois, quand arrive la maladie, des fois, ça change notre quotidien. Mais elle savait, et puis elle avait dans la tête que dans la région ici, il y a une fondation qui existe, qui est la Fondation Joliane Desjardins. Cette fondation-là, elle a fêté son 9e anniversaire comme nous cette année. Et la Fondation vient en aide aux familles qui ont des besoins. Et j'inviterai et je demande à Mme Manon Laflamme, qui est la maman instigatrice de la Fondation avec son conjoint. Bien le bonjour, Manon. Bonjour tout le monde. La Fondation, elle est là depuis, comme je disais, 9 ans déjà, là. Oui, c'est ça. On a commencé après le décès de notre fille, dans le fond, en 2004-2005. On a ramassé des sous pour, dans le temps, c'était pour aider la Sainte-Justine, puis on s'est penché là-dessus. Après ça, on s'est mis à ramasser des sous pour aider des familles dans le secteur. Puis, on a ouvert la Fondation. On a fêté la 9e année cette année. Fait que ça nous fait plaisir quand tu nous as téléphoné, c'était un oui tout de suite de s'affilier avec vous autres. On est chanceux. La collecte de sang a, depuis le tout début, des commanditaires qui nous encouragent. Vous savez, on a besoin de publicité. On offre un petit cadeau à chacun de nos donneurs, ce qui est très intéressant et agréable, qui nous différencie aussi. Et on a la chance, la collecte de sang, de pouvoir aider les gens dans notre façon. On voulait faire un petit peu plus cette année. On voulait, comme Karine le dit si bien, donner au suivant. On a eu la chance cette année de recevoir un beau cadre, et vous avez déjà vu, un beau cadre de Laurent Duvernay-Tardy, qui nous a été remis par un donateur qui est ici présent et que j'aimerais qu'il se lève et qu'on l'applaudisse et qu'on le remercie, M. Emmanuel Destracker. Merci beaucoup. Emmanuel, il est administrateur à la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Il nous offre ce cadre merveilleux de Laurent Duvernay-Tardy autographié. Et on a décidé de donner au suivant. On a décidé, ce cadre-là, de l'offrir à la Fondation Joliane Desjardins. Et on a convenu avec Yannick et Manon que le jour de la collecte, sur place, la Fondation sera là. Et toutes les personnes de 18 ans et plus qui voudront et feront un don volontaire en argent pourront participer au tirage du gilet. On espère que les donneurs se présenteront et qu'ils profiteront de l'occasion aussi pour remettre des sous à la Fondation et tous les fonds seront remis à la Fondation Joliane Desjardins. Vous faites, et je vous en remercie, à votre façon, un merveilleux travail. C'est un travail de communauté. Chacun fait sa petite part. Je disais tantôt, vous avez la possibilité de faire la vôtre, mais la Fondation, elle est là. Et on a vu, j'ai assisté au souper bénéfice annuel de la Fondation. On a même une élève ici dans l'école qui a la chance d'être et d'avoir la Fondation pour la soutenir. C'est très important. Je vous remercie. C'est ça. On est là, dans le fond, pour les familles comme Médéric, à qui ça arrive que... Tu sais, ça arrive tout d'un coup, puis les parents sont pas prêts à ça. Financièrement, on a tous un budget, on est tous... fait que c'est des sous qui sont pas calculés, qu'il faut sortir de nos poches. Puis beaucoup de gens attendent trop longtemps avant de nous faire une demande. Mais dites-le à plein de monde quand les gens ont besoin de ne pas attendre la dernière minute, parce que les gens viennent nous voir malheureusement toujours... sont pas là, sont là quand ils viennent nous voir, sont désespérés, ils ont plus de sous, ils ont plus d'argent, puis ils ont de la misère à voyager à l'hôpital même des fois. Quand ils viennent nous voir, là, ils sont au désespoir. Bien, merci beaucoup, puis content de savoir qu'il y a une fondation pour aider les gens autour de nous. C'est très apprécié. Merci Manon. Merci beaucoup.
Fait que le gilet sera au kiosque du 29 avril. On aura la chance, justement, de pouvoir amasser des fonds. Et c'est un beau geste de votre part. C'est, malgré le malheur de réussir à avoir fait quelque chose de bien autour, c'est souvent dans ces situations-là là, qu'on veut s'entraider. On a, et j'avais mis à l'écran le gilet et les billets qui seront au kiosque lors de notre collecte du 29. J'aimerais donner la parole présentement à M. Nicolas Nadeau. Vous savez, pour ceux de secondaire 3 et de secondaire 5, on avait notre organisateur en chef, Patrice Quentin, qui était avec nous depuis le tout début. Et cette année, Patrice ne sera pas présent. Il a eu la bonne idée de se fracturer la jambe. Fait que, comme un champion, même en ski, mais même pas en descendant une pente. Fait que on aura le plaisir de l'agacer probablement bientôt. Mais Nicolas s'est offert gentiment de venir au nom d'Emma Québec là, nous parler et nous dire quelques mots. Je laisse la parole, Nicolas. Merci François. Ben, moi, merci, c'est Nicolas. ça. Hey, wow, j'ai juste à dire wow. Il y a une énergie qui se dégage de ce projet-là qui est hors du commun. Quelques petites statistiques. Santé Canada demande à Emma Québec d'avoir 6 jours d'inventaire au niveau des produits sanguins. Donc, je veux que vous preniez conscience que le don de sang, ce n'est pas au cas où. Si on arrête de faire des collectes de sang aujourd'hui, tombez pas malade jeudi prochain, il n'y a plus de sang au Québec. Alors, c'est vraiment une denrée périssable et on doit renouveler nos stocks à tous les jours. Pour y arriver à faire 6 jours d'inventaire, Emma Québec doit avoir 1000 donneurs de sang par jour. Et pour y arriver, 5 à 7 collectes de sang simultanément partout sur le territoire québécois. Vous allez faire plus que ça en une journée. Wow! C'est quelque chose. Dites-vous une chose que chez Emma Québec, avec votre énergie, vous avez réussi à nous sortir de notre zone de confort. Hein? Emma Québec est une grande institution, 1400 employés, deux centres, un à Québec, un à Montréal. C'est un petit peu institutionnel, hein, c'est comme une grande école. Et là arrive ce beau projet-là en 2011 qui prend une ampleur démesurée, mais tellement envahissante de joie, de plaisir, que tout le personnel d'Emma Québec, les gestionnaires, les infirmiers, infirmières, se posent toujours la question, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Plessisville? On se pose la question, c'est extraordinaire. François m'a dit quelque chose tout à l'heure que, selon tes statistiques, c'est 43 % des élèves qui recrutent. Emma Québec s'est déjà posé cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'un donneur vient à une collecte de sang, mais surtout, pourquoi une personne ne donne pas de sang? Voici les 3 réponses que l'on a reçues. Et il y a des trucs et des stratégies pour les 3. La première, vous vous en doutez, j'ai peur des aiguilles, j'ai peur du sang. Ce qui est tout à fait légitime. La stratégie, l'astuce, lorsqu'on a peur, c'est du réconfort. Alors, vous allez être à la collecte de sang. Donc, un jeune de 14, 15, 16 ans qui dit à un adulte, « Je vais te tenir la main, je vais t'accompagner durant ton nom », ça fait mal. Ça fait de toi un élève convaincu et convaincant. Et ça se peut que mon oncle, ma tante, voisin ou ami disent « Ouais, tu y tiens pas mal à ta collecte de sang. Oui, j'aimerais beaucoup t'y voir. Je vais t'accompagner, je vais m'assurer que tu vas passer un bon moment. » Deuxième point, les gens nous disent « J'ai pas le temps. » Moi, je me prête à dire qu'ils ont plus pas pris le temps. Hein? Rappelez-leur que c'est seulement que 60 minutes un don de sang. Le don de sang, lui, c'est 5 à 10 minutes. Mais on parle de 60 minutes dans une année pour sauver combien de vies déjà? 4 vies. Ça vaut la peine de le faire. La troisième, et ça, on est tombé à terre quand on l'a su, les gens nous ont dit, « Bien, pourquoi vous ne donnez pas de sang? » On ne me l'a jamais demandé. Le don de sang, ça se fait bédaine à bédaine. Lorsqu'on achète des billets pour un spectacle, on sait que la date de spectacle est le 13 avril, on achète ces billets parce qu'on veut des belles places, mais les gens ne mettent pas le don de sang à l'agenda. C'est souvent une décision spontanée de dernière minute. Et si on n'a pas un commitment, si les gens ne se font pas dire « Viens à ma collecte, j'aimerais ça que tu sois là », on les challenge, bien, ils passent à d'autres choses. Alors, voici les 3 réponses qu'on leur reçoit souvent et vous avez des stratégies, des astuces, des trucs pour y répondre. Moi, je vous encourage fortement, ça serait un beau rêve, hein? Un élève, un donneur. On va être présent avec vous lors de la collecte de sang. Lâchez pas, c'est vraiment très beau de vous voir. Une belle jeunesse engagée. Yes! Merci, Nicolas. Très apprécié.
Et pour terminer, vous le savez, un objectif que j'avais jamais osé imaginer. Comme je disais tantôt en la blague, je suis pris avec une belle grosse patate chaude. Je ne sais plus des fois quoi faire avec. On a commencé notre première année avec un objectif de 160, 1400 cette année. C'était inimaginable. Et comme Nicolas disait, Emma Québec est sorti de leur zone de confort, mais solide. On les dérange, et pour le mieux, parce qu'on veut le mieux et le bien de tout le monde. Fait que 1400, et là, on l'a publicisé, mais rappelez-vous, hein, l'an passé, cette année, tout est en œuvre pour être capable de réussir à faire notre collecte un succès. Le renfort de Montréal va être très important, un autobus qui va débarquer. Ça va être phénoménal, gigantesque, extraordinaire. On va avoir beaucoup de plaisir, mais pour ça, inscrivez vos donneurs. Je vous annonce officiellement ce matin, rentrez directement, on a 500 donneurs d'inscrits. Oui, super, je suis bien content. Il en manque autant. On a remis l'année passée 800 noms à Emma Québec. Cette année, je veux qu'on en remette 1000. Là, vous avez une course d'ici le 23 avril. Inscrivez vos donneurs. Je sais qu'il y en a plein qui en ont trouvé jusqu'à maintenant. Je sais qu'il y en a plein qui ne les ont pas inscrits. Fait que si on veut démontrer à Emma Québec qu'on est capable de l'avoir, notre 1400, il faut leur donner la preuve. Et la preuve, c'est aller inscrire vos donneurs. Ça serait la plus belle preuve qu'on ne pourra pas leur donner. Et vous avez jusqu'au 23 avril pour le faire. Par différents moyens, le Facebook, le lien Internet que vous avez eu par courriel, code QR, peu importe comment, si vous n'êtes pas capable d'aller porter votre petite feuille au secrétariat, on le fera pour vous. Mais je suis sûr cette année qu'on va atteindre notre objectif. Et pour Médéric et pour tous les autres qui en auront besoin, 29 avril, suivez le Facebook. Merci beaucoup. Une belle folie que vous embarquez à chaque année. Et cette année encore, un gros merci.